Mesdames et messieurs, bienvenue dans les actualités animées de cette semaine du 13 mai 2024. Cette semaine, quelques annonces sur Annecy, des beaux films en préparation, le retour des espionnes les plus célèbres de l'animation française, mais aussi des nouvelles du plus Astérix des Gaulois, tout cela dans le plus grand des chaos, et oui c'est ça, les actualités animées. Et cette semaine, une sortie série qu'on ne peut éviter, c'est le retour des Totally Spies après 11 ans d'absence. La série va essayer de retrouver ses marques auprès du grand public avec une saison 7 proposant son grand lot de nouveautés, mais aussi un respect de la formule classique bien établie qu'avait créée la série à succès d'espionnage. On va donc pouvoir retrouver Sam, Alex et Clover pour de nouvelles missions, cette fois-ci à Singapour. Elle quitte effectivement Beverly Hills et la tutelle de Jerry du Whoops pour se battre contre de nouvelles menaces à l'aide de nouveaux gadgets technologiques et un graphisme réimaginé. Totally Spies, c'est une des grandes séries cultes de l'animation française. Elle s'était marquée dans le début des années 2000 pour ses 3 héroïnes iconiques, sa reprise des codes graphiques japonais et ses reprises scénaristiques des films d'espionnage américains. C'est aussi une série qui s'était énormément développée dans le contexte du début des productions numériques et les nouvelles possibilités de production qu'elle proposait. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont les mêmes équipes de réalisation et de production qui sont derrière cette nouvelle mouture des Totally Spies réinventée. Les plus fans de la série pourront d'ores et déjà retrouver les premiers épisodes de cette saison 7 sur la chaîne et le site internet de Gulli. Quelques nouvelles cinéma avec le top CNC des sorties du mois d'avril. On va retrouver dans les 2 premières places de grosses productions américaines d'animation et d'effets spéciaux en la personne de Kung Fu Panda 4 et de Godzilla Kong, le nouvel empire. Les productions hollywoodiennes nous montrent encore la puissance de leur appareil médiatique et la qualité de leurs effets visuels, avec des entrées en salle stables. Et d'entrée en salle, on va en parler car un rapport d'activité de Deadline a commenté les échecs financiers des dernières productions Disney, notamment du côté effets spéciaux avec Madame Web, The Marvels ou le dernier Indiana Jones, mais aussi du côté de l'animation pure avec une estimation d'une perte de 130 millions de dollars produite par la sortie du Wish Achat la Bonne Étoile, qui, suite à des retours critiques et publics très mitigés, n'a pas su trouver son public en salle, malgré un box-office de 255 millions de dollars pour ses entrées mondiales. Il faut préciser ici que ces 130 millions ils sont calculés non seulement avec les coûts de production du film, mais également les coûts de communication, de diffusion et du merchandising associé au film, mais qui est directement dépendant de son succès. C'est encore une nouvelle négative pour la machine Disney qui, depuis un certain temps déjà, semble être enrouée et a multiplié les changements dans sa direction, mais profile aussi pour les années à venir une production d'animation beaucoup plus standard, avec beaucoup de suites, de licences déjà bien établies. Comme toujours, la situation de l'entreprise Disney est très scrutée aux États-Unis pour étudier les tendances du marché du cinéma d'animation, et en ce moment, elle est très symbole des difficultés des superproductions à se rentabiliser. En parlant de projets de long métrage, mais espérons cette fois-ci qu'ils seront financés et qu'ils trouveront leur rentabilité, parlons des pitchs qui vont être présentés dans le cadre du Festival d'Annecy prochain. Effectivement, dans le cadre du marché international du film d'animation d'Annecy, de nombreux projets européens de courts et longs métrages sont présentés à la recherche de partenaires financiers. Et cette année encore, nous avons des très belles productions, dont 5 impliquant des productions françaises, qui vont être diffusées. Vous pouvez retrouver des visuels et des pitchs sur le site du festival. Je vais personnellement vous parler des productions françaises avec en premier lieu des nouvelles informations sur l'adaptation de la bande dessinée La Balade de Yaya, avec à la réalisation Feng Wei et à la production le studio Blue Spirit. De nombreuses versions de ce long métrage ont déjà été présentées dans les années auparavant, en 2D, en 3D, mais le projet a rencontré de nouvelles difficultés. Il est cependant bon signe qu'il soit présenté à nouveau au MIFA cette année, et l'on espère le meilleur pour ce projet, qui a pour thème la traversée de la Chine pour la jeune Yaya en 1937, qui est séparée de sa famille issue de la bourgeoisie chinoise, qu'elle va devoir retrouver en s'associant à des animaux et des enfants qu'elle croisera au fur et à mesure de ses péripéties. Une autre sortie qui me touche particulièrement car elle avait été annoncée en filigrane dans quelques interviews depuis plusieurs années, c'est le long métrage écrit et réalisé par Lucrèce Andréae, que vous connaissez peut-être pour son travail sur des BD comme Flippette et Vénère ou des courts-métrages comme Pépé le Morse. Bergeronnette, c'est un projet très intéressant en animation 2D qui est produit par Miu Productions, qui va nous parler d'un jeune garçon qui doit reprendre sa fonction de berger, mais qui semble être bien loin de l'univers rustre et viril des garçons de ferme. On va donc pouvoir suivre les aventures portées par le trait léger et aérien de Lucrèce Andréae. J'espère le meilleur pour ce projet. Nous avons également un film
un film espagnol mais coproduit avec la France de Maria Cristina Pérez, intitulé Mon papa le camion, qui nous parle de la reconstruction d'une famille qui a tout perdu et qui va devoir se reconstruire autour du nouvel emploi du père de famille, chauffeur de camion. Une production intrigante de par son choix technique de la peinture sur verre et produit par le studio Pez Dorado Animaciones, ainsi que sa double production pour la France, qui avait déjà porté le projet de la traversée, lui aussi réalisé en peinture sur verre, et je serais très curieux de voir plus de choses sur ce projet. On peut également citer une coproduction anglo-française, Kiki, un biopic de la célèbre star française dans le Paris des années folles. Ce sera réalisé en animation 2D et 3D par Peter Dodd et porté par les studios Something Big et Lupus Field. Un biopic historique, portrait d'une artiste comme on peut en voir assez fréquemment en animation, mais qui réserve régulièrement des bonnes surprises. Pour terminer, le projet The Mystery Woman, une coproduction France-Canada réalisée par Aurélie Paulet et produite par Kepler 22 Productions, Les Astronautes et Les Films Extérieurs Jour, qui nous racontera l'histoire de Liliane, une jeune polonaise qui travaille dans le New York des années 1920 et qui, subissant les terribles conditions de vie réservées aux immigrés, décide de faire le chemin de retour pour retourner sa patrie. Un portrait historique intéressant dont la technique n'a pas encore été annoncée. Pour continuer sur le festival d'Annecy, il y a eu récemment une réponse à une polémique qui touche le festival d'Annecy. Depuis l'annonce de la sélection des films, c'est une réponse de Marcel Jean, directeur artistique du festival, quant à la présence de films utilisant des techniques d'IA génératives dans la sélection officielle. Étant donné les nombreuses questions d'éthique et d'emploi entourant l'utilisation de ces IA génératives, le fait que le plus grand festival international d'animation les cautionne, voire les encourage, a évidemment posé question à de nombreuses personnes. Et en réponse, le festival a évoqué son devoir d'inclusivité, de produire un paysage global de l'animation mondiale et donc d'être enclin à accueillir des œuvres utilisant des techniques nouvelles, même si elles sont aussi clivantes que celles d'IA générative, le directeur artistique citant des cas précédents de sélection clivante et encourageant à une discussion saine entre les professionnels dans les conférences proposées par le festival. Cette réponse est à mon sens peu convaincante et ne répond pas aux questions éthiques de l'utilisation de ces outils ni la menace qu'elle peut faire peser sur les artistes, justement dans leur choix technique qui pourrait être mis en danger si l'on promet de manière inconsidérée des nouveaux outils qui sont encore en grande majorité basés sur du plagiat, mais c'est en tout cas la réponse qu'a apporté le festival. On aura également, dans le cadre du festival, des nouvelles du Gaulois le plus célèbre de tous les temps, Astérix, qui n'a ni une ni deux, mais bien 3 productions cinématographiques en cours de production actuellement. À Annecy sera présentée la série Astérix et le combat des chefs, adaptée des albums et portée en réalisation par Alain Chabat et Fabrice Joubert, qui sera diffusée par Netflix courant 2025. La série sera produite en 3D par TAT Productions et sera donc une nouvelle version modernisée des Irréductibles Gaulois. La production Studio Canal a également annoncé la mise en œuvre d'un nouveau long métrage en prise de vue réelle de Astérix, suite à la sortie l'année dernière et du succès public de Astérix et l'Empire du Milieu. Ce sera donc un 6e long métrage qui sera produit par le Studio Canal après les nombreuses adaptations précédentes. On va citer aussi quelques nouvelles du nouveau long métrage 3D lui aussi de Astérix, qui sera donc nommé Astérix et le Royaume de Nubie, dont des éléments seront présentés durant le marché de Cannes. Il ne faut pas trop doute qu'un projet issu d'une telle licence aille au bout et sorte en salle, mais c'est intéressant de voir qu'une licence si ancienne puisse encore actuellement porter tant d'adaptations. Nous allons maintenant enchaîner avec d'autres nouvelles de l'industrie, avec une annonce de la part de l'AFCA de la prochaine fête du cinéma d'animation, la 23e qui se prépare pour le mois d'octobre prochain. Tête d'honneur de cette année sera Benoît Chieux, réalisateur et auteur qui a notamment travaillé sur Mial Migou, Tante Hilda et le récent Sirocco et le Royaume des courants d'air. L'affiche de cette année a été réalisée par Coraline Cherrier et montre bien l'énergie et la joie qui parcourt ce festival national que l'on pourra retrouver dans quelques mois. Je voulais également citer des chiffres sur l'industrie qui ont été proposés par le collectif 50-50 avec l'arrivée du festival de Cannes. Ce sont des statistiques sur l'accès au poste de chef dans les films français sortis en salle en 2023. L'étude propose des chiffres intéressants, quoique prévisibles, sur les manques de parité dans les industries du cinéma. Certains postes critiques, comme par exemple les effets visuels, sont uniquement occupés à 11% par des femmes. Et chiffre aggravant, les productions dans lesquelles des femmes ont accès à ce type de poste sont généralement moins ambitieuses en termes de coûts que celles occupées par des hommes. Côté réalisation, c'est seulement 28% des films français sortis en 2023 qui sont réalisés par des femmes, là aussi avec le même constat de différence de budget quant aux films, mais l'étude se conclut par une statistique intéressante proposant une porte de sortie de cet état de fait d'une discrimination à l'envers des femmes pour les postes de chef. Si la réalisation ou un des postes de réalisation est occupé par une femme, la parité des postes de chef sera quasi systématiquement impactée positivement.
du fait de cette présence. Pour certains postes comme celui de scénariste, on parle même de doubler la présence des femmes sur des films réalisés par des femmes. Comme toujours, le collectif 50-50 œuvre pour changer cet état des choses, et il faut continuer à encourager les remises en question et la quantification de la discrimination en France pour qu'elle cesse. Sur ce sujet, je voulais vous parler également d'une initiative plus centrée sur l'animation, portée par les femmes s'animent depuis quelques années, qui sont leurs programmes de portrait. Depuis plus de 3 ans, différentes écrivaines et journalistes prêtent leur plume aux femmes s'animent pour effectuer des portraits de femmes membres de l'industrie de l'animation, notamment des réalisatrices qui se sont illustrées récemment comme Clémence Bouchereau, Flora Anabouda ou Lia Bertels. Tous ces textes, ils sont extrêmement puissants. Ils montrent à la fois des parcours, des portraits, des intérêts artistiques et politiques que l'on retrouve rarement dans les productions actuelles et qu'il est bien pour des raisons historiques et sociales de consigner pour les faire découvrir et aussi pour créer une histoire des réalisatrices françaises d'animation. Actuellement, vous pouvez retrouver sur le site des Femmes s'animent plus d'une quarantaine de portraits, certains historiques, certains plus récents, mélangeant interviews et analyse des œuvres. Et s'il faut bien constater que le travail des journalistes et des historiens et historiennes a une tendance historique à invisibiliser la création des femmes, il s'agit ici d'un projet qui lutte activement contre et vous permettra sûrement de découvrir plus sur des autrices et réalisatrices que vous connaissez déjà et de vous en faire découvrir certaines encore inconnues. Tout cela vous pouvez le retrouver entièrement gratuitement sur le site des Femmes s'animent. Cette semaine encore, pas de rubrique Les Belles Images. Nous passons donc directement aux sorties cinéma de la semaine. La sortie seule et unique du cinéma de la semaine, c'est un film hongrois de Aaron Goder intitulé Les 4 âmes du coyote. Film d'animation 2D plutôt orienté pour un public adolescent et adulte, il nous raconte l'histoire croisée de la création du monde par le vieil homme inspiré des légendes natives américaines et en parallèle la lutte bien actuelle des communautés natives américaines contre l'appropriation et la destruction de leur territoire. Il s'agit ici de la deuxième relation métrage de ce réalisateur, après notamment un Crystal Dancy dans les années 2000 pour District. Ici, c'est un film à l'ambition graphique très importante, sur l'animation 2D très forte et évocatrice des corps, des animaux, mais aussi de l'histoire contrastée du continent américain, et qui évoquera notamment comment le mal a été apporté dans l'espèce humaine par la présence d'un coyote, soufflant génération et génération des mauvaises idées dans les habitants et habitantes du monde. Personnellement, malgré certaines qualités graphiques et audio du film, je ne peux pas vous le recommander. Je trouve qu'il s'agit d'une appropriation au mieux maladroite, au pire nocive des cultures nord-américaines, et que le film affiche un sexisme extrêmement dépassé dans l'écriture et la mise en scène de ce personnage féminin. Il m'a laissé un goût très amer en bouche, et je ne peux donc pas en toute conscience vous le recommander. Il s'agit cependant d'une sortie historiquement intéressante, comme une des rares sorties long-métrage hongroises et d'un auteur qui se produit en animation depuis de longues années, et qui reste un porteur de projets d'animation. Bref, je pense vous avoir dit le fond de ma pensée, et espère que vous irez plutôt voir les œuvres citées précédemment, qui portent des histoires qui me font plus réfléchir et m'émerveiller. En attendant de voir les vôtres, je vous souhaite une bonne semaine, mais également de voir des belles choses, d'en parler et surtout d'en créer. À la semaine prochaine!